Bon, écoutez, oui, la connaissance de l'histoire, évidemment, est un facteur de complexité. Or, le militantisme déteste la complexité. Si vous militez dans une association, notamment antiraciste ou anticoloniale, il faut des choses simples et claires. Donc, rien n'est plus simple que de nazifier, en quelque sorte, le passé européen. On voit ça chez un certain nombre de gens, notamment qui vous expliquent qu'en réalité Hitler n'a pas été l'exception dans une histoire européenne tragique, mais qu'il a été la confirmation d'un passé qu'il a couronné. Il y a ça chez Aimé Césaire, donc c'est un passage de son discours sur le colonialisme, et il s'est repris aujourd'hui par un certain nombre d'historiens, et notamment je pense à Achille Mbembe, qui a expliqué, alors oui, alors évidemment c'est la question juive qui arrive sur le devant de la scène. Achille Mbembe explique que l'Allemagne a commis une deuxième Shoah en reconnaissant Israël, et que donc c'est une Shoah au détriment des Palestiniens. Et donc on a là évidemment une vision du monde qui est une vision maximaliste, où ce qui est interdit c'est le courage de la nuance, et ce qui est recommandé au contraire c'est l'énormité des propositions. Et donc on ne lit dans le passé de la France, par exemple, qu'une suite de violences, de barbarie, de répression. Et pour revenir au néo-féminisme, quand même, parce que c'est important, c'est toute la relecture par un certain nombre de professeurs qui, en général, françaises qui enseignent aux États-Unis, je pense à Laure Murat, la relecture de la littérature, la relecture de la peinture, comme étant l'illustration même d'un machisme triomphant et d'une culture du viol qui n'en finit pas de triompher. Et il y avait notamment, je crois, un tableau représentant un jeune homme avec une jeune femme qui veut fermer la porte parce que manifestement ils vont faire l'amour, et ça a été interprété par Laure Murat comme étant l'apologie du viol, puisque justement il entraîne cette femme dans une chambre pour mieux la violer à l'abri des regards indiscrets, alors que c'est tout simplement une manière de se réfugier dans un endroit privé pour les ébats amoureux. Mais Laure Murat a écrit aussi que tout l'art pictural français est un éloge du viol. Alors là, je dois dire que j'en suis resté baba, parce que je ne vois pas l'éloge du viol depuis les origines de l'art pictural jusqu'au peintre moderne, mais il faut absolument faire de notre monde une peinture en sombre pour justifier les aberrations des militantes d'aujourd'hui. Et donc c'est la fameuse idée du continuum, vous savez, c'est un des grands thèmes du néo-féminisme d'aujourd'hui. Il y a un continuum entre un regard salace et un viol en réunion. Or, les regards salaces sont peut-être pénibles, mais jusqu'à preuve du contraire, ça n'est pas tout à fait la même chose qu'un viol en réunion. Et tracer une ligne continue entre les uns et les autres me paraît un abus de langage, et il me paraît juridiquement ne pas tenir. Mais qu'importe, l'essentiel c'est de tenir une ligne à haute tension pour continuer à criminaliser telle ou telle partie de la population. Donc effectivement, l'histoire n'est pas enseignée, ou elle est enseignée à la va-vite, et on ne doit surtout pas rentrer dans les détails ou dans la complexité des situations, parce que sinon on aurait beaucoup de mal à désigner les coupables et les victimes, et il faudrait à ce moment-là raffiner dans l'attribution des fautes des uns aux autres. Et donc il est plus simple de s'en tenir à une vision manichéenne du monde, et d'expliquer que le passé de l'Europe étant un passé d'ignominie, il n'y a rien à attendre de ce continent, qui doit simplement s'engager dans une expiation sans fin, puisque pour nous, Européens, exister c'est expier, et nous devons accepter d'être en quelque sorte les boucs émissaires d'un monde qui va mal, et nous sommes responsables à tous les étages, puisque évidemment on n'a pas envisagé encore le réchauffement climatique, mais comme on le sait, c'est de notre faute si la Terre se réchauffe. Nous avons lancé la civilisation industrielle avec ses abominations,
le progrès, la science, la technique, la guérison des maladies, l'allongement de la durée de la vie, toutes choses évidemment dont nous devrions nous repentir, toutes séances tenantes, mais pour cela, donc, nous devons payer aux pays pauvres des sommes gigantesques pour les dédommager des vilaines choses que nous avons accomplies en raison du progrès. Et donc c'est ce wokisme a été une théorie totalement pessimiste du monde. C'est-à-dire que contrairement à toutes les grandes idéologies des années 60-70, qui, quoi qu'on en pense, étaient quand même des idéologies de l'émancipation, dans le marxisme, il y a une vision claire à la fin. C'est la société sans classe. Je ne suis pas marxiste, mais il y avait quand même l'espérance d'un monde meilleur. Dans le tiers-mondisme également, là, dans le wokisme, on est vraiment dans une sorte de tunnel, dans une sorte d'impasse défaitiste, où les hommes et les femmes ploient sous le poids d'une oppression illimitée, et donc la seule chose que l'on peut faire, c'est protester, c'est dénoncer, c'est attaquer, et il n'y a aucun espoir de rédemption, et cela est tout à fait d'ailleurs parallèle avec ce qu'est devenu l'écologie aujourd'hui, qui est simplement une déclinaison du catastrophisme, lequel est aussi un peu une reproduction du millénarisme des sectes chrétiennes ou juives tout au long de l'histoire de l'Occident, qui prévoyaient la fin du monde dans un horizon proche. Et donc là, si vous lisez, je ne sais pas si vous vous souvenez d'une pétition qui avait été signée il y a 2 ans, je crois, par Juliette Binoche et Aurélien Barraud, qui est un physicien qui s'est fait un peu le look de Charles Manson, vous savez, l'assassin de la femme de Polanski, et qui intervient dans les débats, où il explique que le monde, ben voilà, c'est fini, le monde va à sa fin, que c'est la perte, que la température va monter de plus en plus, que nous allons littéralement bouillir de chaleur, et au fond, la seule chose qui nous reste, c'est la décroissance, c'est-à-dire abandonner toutes ces choses inutiles que sont les voitures, les trains, les avions, le chauffage central, la science, la biologie, la médecine. Et il faut maintenant vivre dans des petites communautés et à la façon d'un néo-primitivisme et attendre la fin du monde pour échapper au cataclysme que la nature ne manquera pas de nous envoyer. Et c'est cette vision-là, donc très contemporaine, c'est une sorte de wokisme vert, et cette vision-là est tout à fait contemporaine aussi des fictions qui se développent depuis 20 ans. Et il se trouve que moi j'adore les films catastrophes et les films d'horreur, donc je suis servi. Et donc si vous voyez La Route, d'après le livre de Cormac McCarthy, la série des Walking Dead aussi, c'est bien l'Amérique envahie par les zombies, le jour d'après, Independence Day, toutes ces fictions qui sont en réalité, bon, c'est de qualité très inégale, mais ça dit quelque chose de la mentalité de notre époque, et la mentalité dominante de notre époque, c'est effectivement la fin du monde. Et c'est cette éco-anxiété dont notre jeunesse est infectée par la papesse de l'effondrement, j'ai nommé Greta Thunberg, même si elle a changé récemment, puisqu'elle est en faveur de l'énergie nucléaire. Évidemment, elle a trahi ses fidèles qui se déchirent la poitrine, qui se désolent, qu'elle ait choisi cette solution affreusement obscurantiste à leurs yeux. Mais telle est la mentalité d'une partie de la jeunesse, de ce qu'on a appelé aux États-Unis la génération snowflakes, flocons de neige, vous savez, ces gens hyper susceptibles qu'une simple réflexion peut froisser et jeter dans des abîmes de perplexité. On appelle ça dans les universités américaines le safetyism, c'est-à-dire le sécuritisme. Et donc beaucoup d'étudiants, notamment au lendemain de l'élection de Donald Trump, se sont réfugiés dans des safe spaces, dans des espaces sûrs, pour s'entourer d'une bulle et ne pas voir le monstre qui allait venir, quoi qu'on pense par ailleurs de Donald Trump. Et cette attitude d'extrême vulnérabilité face aux risques du monde, comme vous le disiez tout à l'heure, ne va pas nous rendre aptes à combattre un univers qui est quand même un univers de carnivores, un univers féroce. Et quand on voit ce qui se passe à l'est de l'Europe, ce qui se passe en Afrique ou au Moyen-Orient,
nous ne sommes pas tout à fait préparés, me semble-t-il, à relever les défis du monde. Et la dernière institution en France qui tient encore la route, puisque l'Église catholique, qui était un facteur d'intégration, est en état plutôt de désintégration, et que le Parti communiste est un lambeau électoral, et c'est l'armée française est la seule institution qui aujourd'hui, d'abord intègre des gens de l'ensemble de l'ex-empire français, puisque dans l'armée française, il se trouve que je suis allé dans un régiment pour un livre en Guadeloupe, et ben, vous avez des Mahorais, vous avez des gens de Wallis et Futuna, des Calédoniens, des Maghrébins évidemment, des Africains, des Antillais et des métropolitains. Eh bien, l'armée apprend une discipline, une hiérarchie, et a toujours le sens de la patrie, apprend le maniement des armes et un métier. Et donc, et c'est l'armée qui recrute depuis les attentats de 2015. Ça aussi, c'est intéressant, c'est de voir que l'armée française est devenue désormais un des premiers employeurs de la nation. C'est stupéfiant par rapport à ma jeunesse, où nous étions antimilitaristes et nous avons tout fait pour ne pas faire le service militaire. L'armée semblait ne servir à rien puisque c'était la paix. Et des grandes erreurs de l'Europe, je dirais même la faute fondamentale de l'Europe après 1989, c'est d'avoir cru que la paix mondiale allait arriver et que le concours, la convergence du marché, de l'économie de marché, de la démocratie parlementaire allait petit à petit apaiser l'ensemble du monde et nous rendre tous frères dans le culte du profit, de l'argent et de l'enrichissement. Or, ce qui a cassé ce rêve après la chute du mur, c'est évidemment la chute des tours, c'était le réveil de l'islam radical et le calcul des Européens selon lequel la religion était un vestige du passé qui devait disparaître, puisque petit à petit les hommes éclairés n'allaient plus croire dans ces superstitions, a été très largement démenti par l'irruption de l'islam radical, Al-Qaïda, Daesh, et même par le maintien de la religion dans un certain nombre de pays proches de l'Europe, dont la Russie, qui est aujourd'hui une dictature religieuse, orthodoxe. Et donc l'Europe s'est raconté un conte de fées. Et dans ce conte de fées, il y avait un corollaire, c'était l'abandon de la chose militaire. Et il n'y a que 2 pays en Europe qui ont maintenu leur armée, tant bien que mal, c'est l'Angleterre et la France. Et heureusement que nous avons eu De Gaulle, heureusement que nous avons l'arme atomique, heureusement que nous avons maintenu, non pas le service militaire, mais la conscription. Nous avons maintenu une armée qui sait à peu près se battre, encore que, comme le disait le chef d'état-major français au moment de la guerre en Ukraine, en cas de conflit de haute intensité, nos troupes tiennent 3 jours. Nous avons 25 000 hommes prêts à se battre. Nos avions ne sont pas tout à fait aptes à se défendre contre une invasion étrangère. Enfin bon, bref, face à une armée comme la Russie, la France n'aurait peut-être pas tenu aussi longtemps que les Ukrainiens, mais pour d'autres raisons. Toujours est-il que nous nous réveillons d'un songe, d'un rêve qui risque de nous coûter très cher. Et si l'Europe a aujourd'hui une défense, c'est uniquement parce qu'il y a en Occident une nation qui a continué à maintenir la guerre, c'est les États-Unis. On pense ce que l'on veut de l'Amérique, mais l'Amérique, de par ses origines, a gardé une culture de la violence. C'est un pays très violent. Tous les Américains ont une arme. C'est la culture du pionnier et du cow-boy. Le pionnier, c'est avant le pionnier ouvre la frontière. Le cow-boy est un hors-la-loi. Parfois, il se transforme en shérif. Mais l'Amérique, de par sa puissance économique et militaire, reste le gendarme du monde. On peut la détester ou non, mais pour l'instant, la communauté européenne de défense, elle a un nom, elle s'appelle l'OTAN. Et si vous allez en Europe de l'Est, dans les pays baltes, en Pologne, en Roumanie, en Moldavie, en Géorgie, en Ukraine, les gens n'attendent rien de Paris et Berlin, mais tout de Washington. C'est triste, c'est dommage, mais c'est comme ça. Donc, alors pourquoi je vous parle de ça? Je ne sais pas, j'ai dérivé par rapport à Lumumba. Sinon, on va relancer une question. Voilà. Mais je réponds à d'autres questions. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Voilà.
D'après vous, donc, vous décrivez un tableau que malheureusement on peut voir au jour le jour, effectivement, ça se traduit, vous avez tout à fait raison, mais d'après vous, que peut-on faire pour lutter contre cette tendance au wokisme? Tout dépend dans quel domaine. Tout dépend dans quel domaine. Là, vous êtes un café laïque, donc on peut parler de la religion. On peut parler de l'islam radical. Je pense qu'on peut faire dans ce domaine un certain nombre de choses. D'abord, il faut dire très simplement, c'est que beaucoup de gens viennent en Europe, et notamment du Maghreb, notamment des femmes, pour vivent dans une société où elles peuvent s'épanouir et elles ne sont pas soumises à la règle des frères, des cousins, des pères et de l'imam. Et l'étonnement est nombreux, notamment chez les Algériennes, de constater que c'est en France qu'on voit dans les banlieues de plus en plus de femmes voilées, qu'on voit de plus en plus de frères et de cousins qui obligent les filles à ne pas sortir, à ne pas aller dans les cafés, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, à ne pas fréquenter des Français, à se marier dans le bled, enfin, toutes sortes de situations que l'on connaît par cœur. Et là, je pense que la France, notamment, a été infidèle à son héritage laïque. Alors, pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a eu cette conjonction qui s'est produite dans les années 90-2000 entre un islam radical ou radicalisé et une gauche en perte de repères sociologiques. C'est-à-dire que la classe ouvrière, n'étant plus porteuse d'idéal révolutionnaire, de nombreux marxistes, notamment les trotskistes, ont théorisé l'idée selon laquelle le prolétariat serait remplacé par les masses musulmanes. Et la date de naissance de cette conjonction, c'est un article de Christopher Herman en 1994. Je crois que c'était un article paru dans la presse anglaise. Lui, c'était le chef d'un minuscule parti trotskiste anglais. Alors déjà, si vous voulez, le trotskisme, c'est une histoire très particulière dans le mouvement ouvrier, puisque c'est le produit d'une scission du stalinisme qui s'est constitué avec Trotsky en la 4e internationale, et la 4e internationale, un peu comme en scissiparité, n'a cessé de produire elle-même ses propres déviations et exceptions. Et donc le parti de ce Christopher Herman s'appelait le SWP, Socialist Workers Party. Donc c'est vraiment un groupuscule, mais Christopher Herman, qui est mort aujourd'hui, expliquait que dans certaines circonstances, les militants révolutionnaires pouvaient pactiser avec les musulmans les plus radicaux parce que les islamistes étaient porteurs d'un véritable élan révolutionnaire qui s'était vu en Iran et qu'il fallait simplement les rediriger. Ils étaient égarés dans la voie du prophète, mais qu'il fallait les rediriger vers le seul combat qui valait, la lutte contre le capitalisme. Et alors, ce texte que l'on trouve sur Internet a une très grande influence, notamment sur le NPA, le nouveau parti anticapitaliste, qu'on pourrait rebaptiser aujourd'hui le nouveau parti antisémite, mais enfin je ne veux pas polémiquer, pardon, ex-LCR, Ligue communiste révolutionnaire. Donc ça c'est la frange issue directement de la 4e internationale. Je ne parle pas des Lambertistes à laquelle appartenaient Mélenchon et Lionel Jospin. Même si l'un et l'autre ont eu des parcours, Dieu merci, très différents. Mais souvenez-vous qu'au début de ce siècle, en 2002, il y a eu à Saint-Denis des réunions du groupe ATTAC, donc des anticapitalistes, du NPA, du nouveau parti anticapitaliste d'Olivier Besancenot, où ils ont invité Tariq Ramadan. Et Tariq Ramadan, qui est évidemment un homme, quoi qu'on pense de lui, très brillant et qui connaît très bien le monde occidental, avait orienté sa rhétorique contre le capitalisme, en disant que justement seul l'islam était capable de porter un coup fatal au consumérisme délirant des Européens et au capitalisme, et que donc il fallait une association des organisations de gauche avec les groupes musulmans les plus radicaux qu'il incarnait à l'époque, avec son frère Hani Ramadan, mais qui lui est interdit de séjour en France, qui est encore plus radical, mais enfin qui est un peu la vérité de Tariq, et qu'il fallait donc fusionner la gauche et les frères musulmans, enfin tous les groupes, les salafistes,
Et à l'époque, beaucoup de féministes avaient protesté contre cette fusion, contre ce mariage qui leur paraissait tout à fait irraisonné. Et depuis, la gauche n'a cessé d'errer, en tout cas une certaine gauche, n'a cessé d'errer, de louvoyer entre des alliances ponctuelles et des fâcheries. Évidemment, le PS a été là-dessus, comme toujours, il a été assez à la fois réticent et peu courageux. Je me souviens que il me semble que Cambadélis avait même déjeuné avec les gens du parti des indigénistes. Oui, comment ça s'appelle? PRI. Le PIR. Le PIR, le Parti des indigènes de la République. Bon voilà, qui est un parti anticolonialiste, pro-islam radical et dirigé par, anciennement dirigé par Ouria Boutedja. Mais évidemment, le summum de cette confusion des gens, ça a été la participation de Jean-Luc Mélenchon en novembre 2019 dans la marche contre l'islamophobie, que Mélenchon ne regrette pas, puisque dans un article d'il y a un mois dans la Revue des Deux Mondes, il revendique cela. Alors, l'attitude dans la France insoumise, c'est important. Et de la part de Mélenchon, c'est un opportunisme. Mélenchon veut durer, il a 70 ans, il a beau être pour la retraite à 60 ans, lui-même ne s'applique pas cette règle d'or, puisqu'il aimerait bien quand même être un jour Premier ministre, sinon président. Je crois qu'il n'a pas renoncé. C'est peut-être un des drames de la vieillesse que de ne pas savoir renoncer à des utopies de jeunesse. Mais enfin bref, Mélenchon répond à la fameuse loi qui a été établi par Pascal Boniface en 2003 ou 2004. Alors, je le dis d'autant plus que Boniface m'a fait un procès pour ça, donc je remets le paquet sur la table, j'ai gagné le procès, donc je suis prêt à l'affronter à nouveau au tribunal. Alors, la loi, c'est très simple, c'est en 2004, je crois, Pascal Boniface fait un rapport pour le Parti Socialiste, et il explique, il dit, écoutez, en France, il y a 500 000 juifs et il y a 5 millions de musulmans. Votre intérêt, laissez tomber les juifs et prenez le vote musulman. Donc, ce conseil a été suivi, notamment il a été ensuite entériné par le fameux rapport de Terra Nova en 2010-2011, où Terra Nova explique que le peuple français, ça n'est plus la classe ouvrière et les paysans réactionnaires qui sont massivement passés à l'extrême droite. C'est au contraire l'alliance des bobos des grandes villes avec les jeunes des banlieues. Et c'est ça qui va forger une culture cosmopolite, ouverte, tolérante, ce que les attentats de 2014-2015 ont légèrement contredit. Mais enfin bon, bref, ne soyons pas chicaneurs, mais on sait très bien que le calcul stratégique de Mélenchon, c'est de se dire qu'effectivement, si l'on veut gagner, il faut avoir les quartiers. Et pour avoir les quartiers, il faut modifier les logiciels de la gauche et donc manifester une certaine tolérance envers l'islam. Et donc, Mélenchon table sur un racisme anti-musulman, alors qu'on pourrait lui rétorquer, ce sera en tout cas mon argument, que le racisme consiste à considérer les musulmans comme des citoyens à part, qui ne sont pas dignes d'accéder aux libertés fondamentales et qui doivent rester immergés dans leur religion, alors que nous, catholiques, juifs, protestants, nous avons le droit de nous émanciper de la tutelle des prêtres, des rabbins ou des pasteurs, et au fond de nous dire incroyants. Et c'est là évidemment, là est le problème fondamental. Monsieur le député Georges Dalmagne. Bonsoir. Secrétaire, d'abord, merci. Vous pouvez vous lever? D'abord, merci. C'est toujours un plaisir de vous écouter. C'est toujours un plaisir de vous lire. Je vous lis depuis un certain temps. Et je dirais l'essentiel des constats que vous posez, vous les aviez déjà posés il y a un certain temps. Alors évidemment, ils ont évolué, ils se sont déclinés, ils se sont diversifiés, mais moi je me souviens avoir lu avec beaucoup de bonheur le Sanglot de l'homme blanc, ça a presque 40 ans, je pense, 1783. Et on avait l'impression que c'était limpide, que c'était clair, que l'affaire était entendue et que du coup on allait effectivement plutôt à mieux, quoi, que nos sociétés allaient plutôt comprendre qu'effectivement ce fameux sanglot pouvait être
diminué en tout cas. Et les choses se sont aggravées, et les nuages se sont accumulés. Je dirais ce qui est nouveau, en tout cas pour moi, c'est la violence avec laquelle on est cloué au pilori, on est discrédité, disqualifié, dès que, effectivement, on émet quelques-unes de idées. Et moi, je le fais avec beaucoup de prudence, parce qu'en politique, c'est... En tout cas, en Belgique, et un jour, Florence, avec qui j'en parlais, disait il y a un entre-soi en Belgique qui n'existe pas en France, et c'est vrai, c'est très vrai. C'est-à-dire qu'en France, il y a un débat public sur ces questions-là, parfois très violent, parfois très rare dans les deux sens. Mais ici, c'est très compliqué d'avoir ce débat. Et donc, moi, ma question, c'est comment est-ce que vous voyez la suite, quoi? Parce que, je veux dire, les choses se sont aggravées. Est-ce que c'est inéluctable, cette espèce de Moyen-Âge, je dirais, de la liberté de penser, de s'exprimer? Est-ce que ça va... Enfin, vous n'avez pas de boule de cristal, mais comment est-ce que vous, qui vous battez sur ces questions-là depuis tant d'années, vous voyez qu'en fait, ce combat, ces idées que vous émettez, qui ont l'air tout à fait évidentes, finalement, elles se rétrécissent. Elles ont de moins en moins le droit de citer, elles ont de moins en moins le droit d'être exprimées. On est très rapidement traité de fasciste. Je pense que vous venez plutôt d'une tradition plutôt progressiste. Enfin, et on est de plus en plus caricaturé. Comment est-ce que vous voyez la manière dont on peut effectivement repopulariser ces idées, trouver de l'air? Est-ce que vous êtes optimiste sur ces questions-là, ou est-ce que c'est totalement inéluctable, et est-ce que ce Moyen-Âge, je dirais, de la pensée, on l'a pour de bon, pour un seul temps? Et ça, c'est la grande question. Vous avez raison. Non, je ne pense pas que c'est le Moyen-Âge. Je pense que c'est un moment de vérité, c'est un moment difficile, parce que plusieurs choses se conjuguent aujourd'hui pour pousser les citoyens, non pas au débat, mais plutôt à la rétraction. Il y a la pandémie qui a considérablement fait reculer le débat. Il y a les phénomènes climatiques, il y a la guerre, il y a le terrorisme qui est toujours là, qui n'est pas fini, évidemment qui est moins fort parce que les services de renseignement ont réussi à démanteler des cellules, mais qui se poursuit de façon souterraine. Comment dire, j'ai envie de reprendre le mot de Gramsci, un pessimiste de la raison, optimiste de la volonté. Je pense que le débat est toujours possible, mais plus peut-être dans les cadres institutionnels de l'opposition droite-gauche. D'ailleurs, beaucoup de groupes aujourd'hui se forment, je pense évidemment à l'Observatoire. Beaucoup de gens sont fatigués du dogmatisme de la gauche, d'une certaine gauche, qui est en fait plutôt une frilosité du conformisme des médias. Moi j'écoute, un peu par masochisme, j'écoute tous les jours Culture et France Inter. Bon, c'est bien fait, mais en même temps, je me dis, voilà ce contre quoi je vais peut-être m'insurger bientôt. Mais c'est vrai que les médias sont très conformistes, mais comme ils embrassent une idéologie en cours, ils peuvent aussi le lendemain, dès lors qu'on leur démontre leurs erreurs, en embrasser une autre. Alors la grande difficulté dans le débat, c'est la capacité de persuasion. C'est-à-dire qu'au fond, il y a deux stratégies. Soit vous acceptez, vous êtes abrupt et vous décidez de réfuter vos adversaires sans aucun aménagement. Et là, évidemment, vous êtes immédiatement catalogué à l'extrême droite ou à la droite. Donc, évidemment, l'accusation de fasciste est aujourd'hui assez courante. Et fasciste, quiconque est en désaccord avec moi. Donc, ça ne laisse pas beaucoup de marge à la discussion. Et dans le wokisme, c'est clair. Vous êtes fasciste et raciste, tout simplement dans la mesure où vous élevez. La plus petite objection vous vaut d'être mis à la censure, d'être censuré. Alors il y a aussi une autre stratégie qui est plutôt la mienne, c'est essayer la stratégie de la persuasion et de la séduction, essayer de rentrer dans les raisons de l'adversaire pour lui montrer il se contredit lui-même et qu'en croyant défendre l'antiracisme, il est tout simplement lui-même tout à fait raciste et qu'au fond, il ne prend pas en compte la richesse de l'histoire et la diversité des situations. Alors ça marche plus ou moins bien, je dois dire, parce que, évidemment, en règle générale, je convainc plutôt les gens convaincus, mais là aussi,
c'est une chose qui est assez triste, c'est de se rendre compte que finalement, souvent on parle devant des salles qui vous sont acquises à l'avance. Et donc on n'arrive pas à mordre sur des franges de la population. Mais quand même, moi je crois au pouvoir pouvoir du verbe et au pouvoir de la raison. Et je pense que, notamment dans les jeunes générations, on doit pouvoir gagner des gens à la cause, à la cause, oui, de la raison, et ne pas laisser partir les gens dans des divagations délirantes qui va les dresser contre vous, qui va faire de vous immédiatement un vieux réac, un vieux con, un salopard, un collabo, enfin je ne sais pas. Oui, mais alors évidemment, valeur actuelle, du coup, vous restez dans un domaine très restreint. Mais ce qui est vrai, c'est qu'en France, il y a une censure. Il y a une censure, on est invité, puis on n'est plus invité tout d'un coup. Et c'est très embêtant parce qu'à partir du moment où vous êtes cantonné à une frange des médias, une frange des journaux, vous parlez de valeur actuelle, vous n'êtes plus écouté, vous n'êtes plus lu. Et donc vous parlez dans l'entre-soi d'un groupe qui est globalement d'accord avec vous. Et toute la difficulté, c'est de percer le mur de la méfiance et du silence. Donc, ce qu'il faut, c'est beaucoup de persévérance, c'est de la rhétorique, et c'est reprendre des arguments. Alors, vous avez raison, depuis 40 ans, je fais toujours le même livre. Enfin bon, j'en ai fait d'autres. Mais enfin, je repars toujours des mêmes bases. J'ai eu une intuition dans ma jeunesse que j'essaye de développer en étoile dans toutes les directions, en essayant de voir comment l'étayer par de nouveaux exemples. Je veux dire que le wokisme, pour moi, a été un phénomène effroyable. Alors évidemment, c'est une importation nord-américaine. Hein, vous savez, c'est un phénomène d'import-export. Les universités françaises développent la théorie de la déconstruction à Vincennes à la fin des années 70-80, Deleuze, Derrida, Bourdieu, Foucault. Ces professeurs sont des héros aux États-Unis et les Américains transforment le produit d'origine en un produit d'exportation, mais complètement défiguré, parce que la grande supercherie du wokisme, c'est qu'il est une exaspération des identités. Vous avez une identité, vous êtes blanc, noir, femme, homosexuel, trans, vous ne pouvez pas y échapper. Or, toute la théorie de la déconstruction en France, telle qu'elle a été élaborée par Michel Foucault, c'est au contraire le déni, c'est le mépris des identités. Hein, je ne suis pas ce que je suis beaucoup plus que ce que je suis dans l'état civil, et je peux changer d'être, je peux changer de façon de vivre, je peux m'ouvrir à toutes sortes d'existences qui m'auraient été interdites simplement par mon statut d'homme ou de femme. Or, le wokisme, c'est l'emprisonnement, et c'est même l'incarcération dans l'identité. Mais c'est pour ça que dans les universités américaines, vous avez les études noires, les études juives, les études, les white studies, et vous avez aussi les grievance studies, toutes les études fondées sur la plainte, les handicapés, la grossophobie, enfin tous ces départements qui se sont ouverts et qui évidemment fleurissent, mais sur l'idée que l'identité est un destin. Et ce qui est intéressant dans le wokisme, et qui rejoint d'ailleurs toute une gauche bourdieusienne, c'est au fond c'est le retour à gauche d'un caractère qu'on attribuait traditionnellement à la droite, c'est-à-dire l'idée de fatalité. La gauche, hein, les Lumières, c'est cette idée que chacun d'entre nous peut échapper au destin de naissance, à la fatalité d'être une femme, un homme, un pauvre, un manant, un serf, et qu'il peut en quelque sorte connaître une existence nouvelle, loin de ses conditions de naissance. Eh bien, le wokisme, comme d'ailleurs toute une partie de la gauche aujourd'hui, et c'est très bien représenté par une écrivaine comme Annie Ernaux, c'est qu'on n'échappe jamais au déterminisme qui vous ont forgé dans votre enfance. Et c'est pour ça qu'Annie Ernaux dit j'écris pour venger ma race et ma classe. Je crois que c'est une phrase de Rimbaud. Et donc on est toujours prisonnier de ce que vos parents ont fait de vous. Et ça, c'est me semble-t-il, le contraire de la grandeur de l'idée progressiste.
C'est l'idée que les hommes et les femmes peuvent respirer un air nouveau. Eh bien non, vous êtes en quelque sorte assigné à résidence dans votre état civil, et c'est en cela que le wokisme est pour moi une prison. C'est une prison théorique. Elle en est la preuve elle-même. Oui, elle en est la preuve elle-même. Oui, oui. Bien sûr, c'est une prison théorique. Voilà, pardon. Oui, je voulais rajouter aussi, c'est que je pense aussi qu'il y a aussi un manque de vision politique en fait sur du long terme. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on voit bien qu'on vise plutôt, que les personnalités politiques visent plutôt du court terme, les voies électorales, etc. Et je pense qu'il faut aussi que les personnalités politiques qui ont encore des convictions se battent réellement pour ces convictions, les défendent et aillent jusqu'au bout de leurs idées et essayent ramener le débat. On voit par exemple que la différence entre la France et la Belgique, c'est que maintenant en Belgique, on ne peut pas vraiment dire qu'il y a du débat. Il y a plutôt tout le temps cette espèce de consensus entre les personnes. Il faut absolument qu'on ne se dispute pas, il ne faut pas que ça éclate, il ne faut pas qu'on offense. Et c'est justement ça le problème, je pense, c'est qu'à l'heure actuelle, on est plutôt, il ne faut pas offenser. Et d'ailleurs, on évite d'offenser ces enfants pourri gâtés qui sont dépressifs, parce que c'est de ça dont il s'agit finalement, c'est qu'on a des enfants dépressifs. Et d'ailleurs, Samuel Fitoussi, sur le wokisme et Père Valentin, nous en avait parlé, en disant que finalement, nous avons des enfants qui sont complètement perdus. Pourquoi? Parce qu'on ne défend pas notre culture, on n'est pas fiers de notre culture en Europe. Et je pense qu'il faut absolument que dans les écoles, on ne réécrive pas l'histoire en fonction des récits de chaque groupe, mais plutôt de reprendre l'histoire avec un grand H, c'est-à-dire scientifique et pas de c'est calqué comme certains le disaient, mettre en avant la sorcellerie, etc. Mais plutôt ramener la science dans les bancs de l'école, mettre en avant notre culture, cette fierté de la culture, de l'histoire aussi, c'est-à-dire remettre en avant les personnalités qui ont fait que l'Occident, on en est arrivé quand même où on en est, même s'il y a une critique à émettre, elle a eu au moins ce mérite de s'être mise en critique sur tout ce qu'elle a fait. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut passer au-delà de ça et avancer avec ce qu'on a de meilleur, justement. Il y avait Paulette et Rudy. Oui, courte question. Oui, mais il faudrait que le micro revienne. Ah oui. Ah, c'est pas. Je n'ai pas extensé. Monsieur Bruckner, je vous remercie. On n'entend rien. Moi, je vous entends très bien. Mais enfin bon, je suis tout près. Moi, j'ai pas besoin de micro, en fait. Oui, c'est pour derrière. Monsieur Bruckner, je vous remercie vraiment d'exister déjà. Moi aussi. Je ne suis pas sûre de bien m'exprimer parce que c'est le chaos dans ma tête à vous écouter, parce que j'ai l'impression d'être face à une espèce de un gros pot-au-feu, une soupe, et je me dis, bon, j'ai envie d'amener un trait peut-être un peu plus anecdotique. Cet homme déconstruit, cette pseudo-culture du viol qui commence avec le regard salace. Bon, donc ces néo-féministes font en fait l'apologie de l'homme impuissant, de l'éjaculateur précoce et du sexe triste. Bon, ça c'est déjà une première réflexion que j'ai envie de faire parce que venant d'une adolescence où on a lutté pour la liberté sexuelle et notamment une égalité au niveau de désir et de la réalisation de la sexualité chez les femmes, je suis assez effrayée de ce que j'entends. Je le savais. Hein. Alors je voudrais vous demander, pour rejoindre ce que Monsieur Dahlmann disait tout à l'heure, si on faisait une projection et que nous lâchions prise, nous les résistants, c'est-à-dire on ne résiste plus, on laisse aller les choses, comment ces mouvements wokistes et néo-féministes vont gérer le choc avec l'islam, dans lequel la femme est inférieure à l'homme et complémentaire, mais jamais égale, où il n'est pas question de démonter le sexe mâle, étant donné que ce sexe mâle, finalement représenté comme dominant, mais extrêmement fragile, puisque la vue même d'une femme le fait frétiller au point qu'il ne puisse plus se retenir dans ses pulsions. Comment est-ce qu'on peut imaginer le choc Enfin, moi, je trouve qu'on est face à un truc délirant, je l'ai déjà dit ici. J'ai l'impression qu'on a mis
vraiment, on a fait de la société une espèce de grand jeu de rôle psychodramatique entre bourreau, victime, sauveur, qu'on tourne en rond. Et j'ai l'impression qu'on est parti dans un truc complètement dingue. Alors je voudrais bien que vous réagissiez par rapport à ça. Si on laissait aller les choses, qu'est-ce qui se passerait? Il se passerait ce qui se passe déjà maintenant. C'est qu'en réalité, le mouvement, le néo-féminisme, le mouvement woke, connaît exactement le même destin à échelle réduite que les révolutionnaires en 1792-1793, c'est-à-dire le phénomène de la terreur et l'autodévoration de la révolution par ses propres enfants jusqu'à la réaction de Thermidor. C'est ça qui est intéressant, c'est de voir, regardez dans le mouvement woke par exemple, les conflits extrêmement violents dans la soupe alphabétique LGBTQI entre LGB et T. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et ça c'est tout à fait intéressant de voir que les lesbiennes radicales sont accusées de transphobie par les trans. Et donc ça va dans les universités par des affrontements physiques. Même à Paris, il y a une manifestation à côté de chez moi à République, il y a 6 mois, et sur la statue, vous savez qu'il y a la grande statue de la statue de la République, c'était marqué « Mort au TERF ». Alors là, je défie un Français moyen de comprendre ce que ça veut dire « TERF ». Donc ça veut dire en anglais, c'est des féministes radicales qui excluent les trans. Alors là, déjà, ça fait référence à un débat qui est très puissant à Londres et aux États-Unis, mais qui en France ne fait que commencer, dont Libération, évidemment, se fait le porte-parole complaisant. Et ça veut dire simplement que ces minorités ne tiennent que par opposition à un grand méchant qui est le mâle blanc hétérosexuel. Dès lors que le mâle blanc se retire ou se laisse déconstruire, eh bien, ces minorités montrent qu'elles n'ont pas d'intérêt commun et qu'effectivement, le mouvement trans, dans ses différents aspects, peut être vu aussi par certaines féministes comme une sorte de ruse du patriarcat pour s'emparer du corps des femmes. Vous savez que dans les prisons, beaucoup de prisonniers trans ont violé des femmes, qu'on a institué maintenant des compétitions entre trans, parce que quand des trans qui étaient déguisés en femmes gagnaient les jeux, c'était évidemment tout à fait inégal, parce qu'ils ont encore un corps d'homme avec une âme de femme, disent-ils. Et donc, on peut très bien imaginer que le féminisme va s'auto-dévorer. Il va s'auto-dévorer parce qu'à force de dénoncer l'emprise, à force de dénoncer l'agression sexuelle, en France, il y a toutes sortes de cas comme ça de féministes qui se sont attaqués les unes les autres et qui maintenant vont aller jusqu'au procès. Parce qu'effectivement, l'homme est peut-être un agresseur naturel, je n'en sais rien, ou un harceleur, mais il y a aussi des femmes qui harcèlent, il y a aussi des femmes qui draguent un peu violemment, qui font des propositions indécentes, et à ce moment-là, le même recours à la justice aura lieu pour elles comme pour les hommes. Donc on va se rendre compte que finalement, la vision de la femme comme étant une sorte d'Anielle blanche et innocente, soumise aux violences de l'homme, mériterait peut-être d'être un peu nuancée, complexifiée, et qu'il n'y a pas d'un côté les innocents, de l'autre les bourreaux, comme vous le disiez, mais qu'il y a des situations complexes qui doivent être nuancées à chaque fois. Pour moi, ce qu'il y a de pire dans le mouvement, dans le néo-féminisme actuel, c'est quand même la dévalorisation de la justice. C'est-à-dire, c'est la mise au banc de la présomption d'innocence. Je ne sais plus qui a dit qu'invoquer la présomption d'innocence est un acte de lâcheté, à laquelle on oppose la présomption de crédibilité ou de véracité, comme si toute femme disait toujours la vérité. Je rappelle un mot de Margaret Atwood, où elle dit, c'était il y a 2 ans, elle dit « MeToo, oui, c'est très bien, mais n'oubliez pas, les femmes peuvent mentir elles aussi ». Je rappelle un livre qui est sorti à la rentrée de septembre, de Pascal Robert-Diard, La petite menteuse, où elle rappelle un procès qui a eu lieu en France il y a quelques années d'un homme qui a été condamné à 10 ans de prison parce que la fille de ses amis l'accusait de violence sexuelle, et au bout de 10 ans, il a refait le procès et la fille a avoué qu'elle avait menti. Donc, ce que la justice a d'insupportable pour le lynchage médiatique, c'est que justement, elle est une institution qui apporte, qui demande des preuves, qui fait l'expérience du contradictoire, alors que le lynchage médiatique, vous accusez un homme de vous avoir
fait des propositions, comme Sandra Muller pour, vous savez, vis-à-vis de ce garçon qui lui avait dit « tu as de beaux seins, je vais te faire jouir toute la nuit » à Cannes lors d'une soirée arrosée, ce qui était évidemment une faute de sa part, et ce garçon a vu sa vie ruinée. Donc, pour éviter ce genre d'incidents désagréables, il faut quand même maintenir l'institution judiciaire dans son intégralité et dans son respect. Mais j'étais très étonné d'entendre samedi matin, à l'émission de réplique d'Alain Finkielkraut, Cynthia Fleury expliquer que la justice, oui, la justice était trop lente et qu'elle avait trop longtemps méconnu la toute-puissance du patriarcat dans les rapports avec les femmes. Or là, je suis quand même un peu tombé de ma chaise parce que la justice est lente depuis toujours, y compris pour tous les litiges. Simplement que c'est une institution qui est débordée par les affaires. Mais si on veut dire par là que les femmes peuvent se faire justice elles-mêmes et traîner au tribunal de l'opinion publique n'importe quel homme simplement parce qu'il est connu, alors là, évidemment, le néo-féminisme dérive vers des pentes que les femmes elles-mêmes dénoncent. Je rappelle cette pétition qui est parue en 2020, écrite par 120 avocates pénalistes et féministes, disant « Une inquiétante présomption de culpabilité porte sur les hommes aujourd'hui dans les tribunaux », ce qui est quand même... et ce sont des femmes qui le disent. Donc, les minorités courent le risque de saper les fondements même de la démocratie au nom de la sacralité des victimes. Et à leur détriment. Et la cause des femmes en premier lieu sera... Et la cause des femmes, bien sûr, qu'elle piétine. C'est ça, à leur détriment. Oui. La dernière question, Rudy, toute petite, et après on Je arrêtera. ne vais pas être plus long que Paulette, je fais 2 minutes et 10 secondes. Ma minute. Et après on arrêtera pour Votre qu'on ait le temps de discours était faire la dédicace. Pas un long fleuve tranquille, hein, ça je peux le dire. Un long fleuve, mais pas très tranquille. Mais c'est très... on m'entend? Oui, merci. J'ai bien aimé ce que vous venez de dire avec la Révolution française. Et j'ai un peu l'impression que c'est une course dans laquelle on est engagé. Parce que le wokisme et tout ce qui arrive, on est en train de l'introduire dans les écoles. Oui. On est en train, la presse en Belgique, en France, elle est meilleure qu'en Belgique puisqu'il y a une contestation. Enfin, il y a comme notre presse. En Belgique, c'est foutu. On ne rentre pas dans cette presse. C'est terminé. Elle est bloquée de tous les côtés. L'école est pénétrée pour l'instant. L'Académie royale de Belgique, la présidente, il faut l'écouter, elle a fait un discours. J'ai dit, c'est pas mal, mais enfin, si vous allez plus loin, c'est dans le wokisme. Elle a dit, I'm awake, et un type m'a traité déjà de fasciste parce que j'utilisais le mot woke. Donc ça va très loin. Donc dans cette course que vous dites, ils vont s'autodétruire comme la Révolution, je ne suis pas sûr, parce que le commun des mortels, surtout en Belgique, plus qu'en France, n'est pas politisé, il laisse faire. Donc je ne suis pas sûr que ce remède de dire ils vont s'autodétruire est suffisant. Donc est-ce que vous avez d'autres Alors, écoutez, d'abord, je vous invite à résister. Si la résistance est impossible, je vous invite à franchir la frontière. Nous accueillerons volontiers en France. Vous êtes sûr? Peut-être pas, oui, peut-être pas, vous avez raison. Oui, oui, les Français sont quand même assez xénophobes. À l'agence France Presse 2 fois. Ah oui. Les Français ne l'ont pas fait. Très bien, mais enfin, non, je pense que la situation n'est jamais désespérée. Nous sommes toujours plus forts que nous le pensons et nos adversaires sont plus faibles qu'ils ne le croient. Donc s'ils se nourrissent de nos lâchetés, et donc nous devons prospérer sur leur propre manquement. Eux-mêmes ne sont peut-être pas toujours aussi sûrs de leur thèse qu'ils ne le croient. Mais c'est le conformisme global qui leur donne des atouts. Et c'est ça qu'il faut combattre. Donc le combat médiatique, philosophique, intellectuel, politique est très important. Voilà, écoutez... C'est une belle fin. Hein. Merci. À très bientôt. Notre prochain rendez-vous, c'est le 15 décembre avec Caroline Eliachev et Céline Masson.